Quand on découvre, par exemple dans la chambre de son ado, le premier mégot qu'il a supposé qu'il s'agisse d'un joint, ou quand on a la surprise de sentir la laine très alcoolisée du bambin qui rentre à 3 heures du matin, c'est vrai que la première réaction parentale, elle est plutôt du côté de la panique et de l'urgence. Il va falloir s'informer un peu, se documenter, respecter, et je crois qu'il y a beaucoup de structures en fait qui sont méconnues. Et souvent, les parents, si j'ose dire, dans cette panique, se noient un peu parce qu'ils veulent voir tout de suite des spécialistes, des grands spécialistes, et font d'un enfant qui a fait un pas de côté un grand addict. 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Donc, le premier conseil, c'est s'il y a un bon médecin généraliste, dit médecin de famille, c'est de le solliciter. Mais il y a aussi beaucoup de structures, et je regardais toutes celles, par exemple, qui existent pour la ville d'Ancenis et la région. Il suffit de regarder sur le site de la mairie, elles y sont. 2 choses pour répondre à la question des doses. Quand est-ce qu'on parle d'addiction selon la dose? Alors maintenant, on parle plus souvent de dommages et de risques. Vous savez qu'il y a en France environ 10 à 15% de Français qui ne boivent pas du tout d'alcool, pour des raisons diverses, mais ça existe. Même au pays de Rabelais et de Depardieu, ça existe. Vous avez 40% de personnes qui boivent un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de risque que ce soit un peu. Parce qu'on sait que, l'OMS l'ayant précisé, à partir d'un verre de vin par jour, il y a une petite augmentation des cancers ORL et des cancers de la langue. Mais c'est un faible risque. Donc vous voyez que la moitié de la population française n'est pas à risque, mais je vais arriver aux 50% qui restent. C'est-à-dire que 40% des Français ont une consommation excessif. Ça veut dire quoi? Que pour les hommes, ils sont à plus de 21 unités d'alcool par semaine. On va faire 21 verres, vous voyez, 3 en moyenne par jour. Et pour les femmes, 14 par semaine, 2 en moyenne par jour. Et là, on sait qu'on a une explosion, multipliée par 10, multipliée par 25, multipliée par 50 de la plupart des cancers. Ils ne sont pas forcément ivres, ils ne sont pas forcément violents, ils ne sont pas forcément hospitalisés. Mais un jour, ils risquent de l'être à cause de tous les cancers et conséquences cardiovasculaires induites par l'alcool. L'alcool est une drogue sale qui arrose toutes les parois cellulaires, qui est capable de donner des cancers en haut, des voies aérodigestives supérieures, comme en bas, de la vessie, et qui est capable aussi de donner des accidents vasculaires cérébraux avec des hypertensions artérielles et des problèmes cardiaques. Souvent, on oublie ça, surtout si c'est associé au tabac. Et il reste 10% qui sont nos patients. C'est-à-dire ils sont non seulement dans ces risques importants somatiques, mais ça y est, l'alcool les a rendus dépendants. Ils ont perdu leur liberté. Et perdre leur liberté, ça veut dire qu'ils ont des troubles de la relation à l'autre, des troubles de la pensée. Souvenons-nous tous du génie Gainsbourg. Mais à la fin de sa vie, quand il était métastasé du point de vue addiction, Gainsbourg, il n'était plus aussi génial, hélas. Donc, on a des patients qui sont vraiment à soigner, à prendre en charge quand ils sont dans cette dépendance. Et là, on rejoindrait la tentative de définition d'une dépendance, c'est cette perte de contrôle, cette perte de liberté, cette perte de contrôle, et c'est quand savoir et vouloir ne suffisent plus à pouvoir changer son comportement. On sait que c'est pas bon pour sa santé, pour son boulot, pour sa vie familiale, mais on est obligé de continuer. On voudrait arrêter le matin, par exemple, mais on ne peut pas, quasiment pour des raisons de neuroplomberie, de dépendance physique. Donc dépendance psychique et dépendance physique, perte de contrôle et inefficacité de la volonté et du savoir définissent au mieux l'addiction.